Chapitre 11. Hartmann soupira. Un malaise qu'il ne pouvait ni localiser ni expliquer le rendait incapable de travailler depuis le début de la journée et semblait s'être installé pour le paralyser encore quelques heures. De surcroît, lui, Hartmann, était devenu grand-père, et c'était une bonne raison de se réjouir. Dans son Moïse, Henri Mayer ressemblait à une souris. Qui ressemblait à une souris, était déjà venu 3 fois chez ses grands-parents, et chaque fois il avait dormi sagement, trop sagement, tout l'après-midi. Hartmann, qui aurait aimé de la part du bébé une démonstration de vivacité, de charme, lui avait touché la joue avec précaution, quand personne ne regardait, et n'avait eu droit qu'à un mouvement lent et malhabile de la petite main en forme d'étoile. Hartmann avait rêvé de prendre l'enfant dans ses bras, de le faire sauter en l'air, de lui mettre une goutte de champagne sur la langue, de l'habituer à être à table avec eux quand il prenait le thé à l'odeur d'un bon cigare. Hartmann avait rêvé de prendre l'enfant dans ses bras. Non, à l'odeur d'un bon cigare. Quand Marianne était toute petite, il n'avait été que tendresse. Mais à présent, l'âge et l'impatience lui faisaient désirer des réactions d'enfant plein de vie. Il voulait profiter de lui avant qu'il ne soit trop tard, car depuis quelque temps, il lui arrivait de se sentir un tout petit peu vieux. Mais Yvette l'avait écarté du berceau, que Roger avait aussitôt emporté dans l'ancienne chambre de Marianne. Hartmann l'avait détesté. Il avait détesté son air important quand il avait fait passer Marianne devant lui. Détesté l'idée que Roger Mayer regarde Marianne en train de donner la tétée. Détesté son air compétent du directeur de la production. Yvette et Hartmann s'étaient regardés instinctivement, haussant le sourcil devant ce mauvais scénario. Plus tard, pendant que l'enfant dormait dans la chambre, quand Hartmann y alla en cachette pour le regarder encore une fois, il remarqua une odeur de lait aigre. En se penchant sur le Moïse avec curiosité, il détecta sur la tête nue de Henri un duvet caractéristique qui ne pouvait être que le roux pâle de Roger. C'était un bébé inerte et sans couleur, sans rien de la beauté qui avait été visible chez Marianne dès ses premières semaines. Il était dans les bras de sa mère, le bout de la langue dehors, ses yeux sans cils étaient bleu marine et ses joues d'un blanc froid. Ils essayèrent en vain de voir en lui des traits de sa mère, mais il était évident depuis sa naissance que c'était l'enfant de son père. Avec le temps, il deviendrait un homme grand, incolore et lourdeau comme Roger, et s'ils avaient considéré un instant que Roger était un mari convenable ou adéquat, il n'était pas du tout certain de pouvoir l'accepter comme père. Il n'était pas des leurs, cela devenait très clair, parce que sa tranquillité, sa réserve, son obéissance, son honnêteté irréprochable, toutes ces qualités recommandables avaient pris désormais une allure d'affirmation. Roger était devenu important jusqu'à la suffocation. Sa possession de Marianne se traduisait par un soin appliqué à l'égard de sa femme, de ses habitudes, ses vêtements, ses mouvements. Un orgueil certes défendable de sa maternité le poussait à rôder autour d'elle quand elle changeait l'enfant ou lui donnait à téter, et cela rendait Hartmann littéralement malade. Il n'avait pas connu un tel manque de délicatesse quand Marianne était bébé. Yvette n'aurait jamais eu l'idée de le mêler à des activités qui, selon eux, devaient se dérouler en privé, pudiquement et sans laisser de traces. Il n'avait jamais senti près de Marianne cette odeur de linge souillé. Elle avait toujours été fraîche comme une fleur. Quant à Yvette, elle avait tenu à se débarrasser au plus vite de toutes ces histoires de grossesse et d'allaitement, et avait ainsi retrouvé sa silhouette et son autonomie en un temps record. Son comportement pendant les toutes premières semaines de l'enfance de Marianne avait été parfait. Mais à présent, Marianne paraissait satisfaite de se laisser aller sous la garde indiscrète de son mari. Elle était trop grosse, silencieuse et aux yeux de Hartmann, agressivement pleine de lait. Pour la première fois de sa vie, il se sentait mal à l'aise en sa présence.
Il n'avait jamais aimé particulièrement Roger, mais il était lucide et il savait qu'aucun homme ne lui aurait plu, tout simplement parce qu'aucun n'aurait été assez bien, il le savait. Et le sachant, il avait cru que Roger, avec sa voix douce, sa démarche silencieuse, serait aussi bien que n'importe qui. Il s'occuperait de Marianne, il ne la tromperait jamais, il serait patient, délicat et bon. Il prendrait soin d'Yvette s'il lui arrivait quelque chose, assumerait les responsabilités de l'entreprise et resterait loyal. Loyal à Fibiche. Il était même beau dans son genre, bien bâti, avec de larges épaules. Alors qu'est-ce qui lui déplaisait chez Mayer? D'abord, il était trop tranquille, trop lent, trop impassible. Au bout d'une demi-heure en sa compagnie, Hartmann se sentait à bout de nerfs. Il aurait voulu exaspérer Roger par une phrase grossière ou même par un geste inconsidéré bien choisi, faire bouger ses membres lourds et précautionneux qui exprimaient une solidité redoutable. Voir ses narines frémir de colère, voir ses joues s'empourprer. Hartmann aimait l'impétuosité chez un homme. Il aimait ceux qui savent s'amuser, qui ont le goût amuser et s'amuser, qui ont le goût de la fête. Certes, en voyant Marianne sous le charme d'un tel homme, il aurait d'abord été chagriné et même jaloux. Mais il aurait surmonté ses sentiments honteux et inévitables, fugaces aussi heureusement, si seulement il avait pu s'attendre à passer un bon moment avec son gendre. Mais ce n'était guère vraisemblable. Au bureau, il continuait à s'entendre comme avant, bien mais de loin. Dans l'exercice de ses fonctions, Mayer avait davantage affaire à Fibiche qu'à Hartmann. Mais en privé, c'est-à-dire chez Hartmann, il prenait des façons de propriétaire qui l'irritaient. Non que Hartmann reprochât à Roger son bonheur d'être père, mais la participation de cet homme, sa coopération exemplaire, comme s'il se préparait à avoir toute une nichée d'enfants, le mettait hors de lui. Pire, il en éprouvait de la répulsion. Yvette, elle aussi, était complètement désarçonnée. Face à la placidité campagnarde de leur fille et de leur gendre, Yvette et Hartmann avaient l'impression d'être des survivants d'un autre âge, nerveux, délicats, pudiques et secrets. Ils se replièrent sur eux-mêmes alors qu'ils avaient imaginé qu'avec la naissance du bébé de Marianne, leur horizon s'ouvrirait sur un avenir inconnu. Ils avaient vu au contraire cette porte se refermer, car il y avait chez Marianne et Roger une sorte de capacité et de plaisir de la reproduction qui leur était étrangère. Ils étaient vieux à présent ou presque et devinaient qu'au moment venu, Marianne s'occuperait d'eux par obligation, mais qu'une complicité profonde la ramènerait vers Roger. Cette complicité n'apparaissait même pas sexuelle, mais purement reproductrice, comme si la reproduction était la seule façon honorable de trouver la satisfaction sexuelle. Hartmann voyait cela et il en était malheureux. Yvette ne voyait rien d'autre que la dégradation de la beauté de sa fille, de son attrait. Désormais, Marianne se montrait souvent en pantalon, en jean même, et sa silhouette lourde, qui n'avait rien conservé de sa minceur élégante, lui donnait une apparence un peu gênante, trop féconde, un peu caricaturale. Yvette jugeait que sa contrariété lui était causée par l'allure déplorable de Marianne. Elle l'aurait réprimandée si Roger n'avait pas été là. Sa présence l'intimidait un peu, elle pensait qu'il ne l'aimait pas. C'était la première fois qu'elle sentait de l'antipathie de la part de quelqu'un. On la trouvait en général trop frivole pour la prendre au sérieux. À cause des interventions sévères de Roger, elle se voyait sous un autre jour, superficielle, sans importance, négligeable. Elle prit conscience de son maquillage, de la vanité naïve des couleurs vives qu'elle portait, de ses cheveux éclatants,
comme si tout cela était soudain honteuse sottise de vieille femme vieillissante. C'était troublant parce que normalement elle se sentait très jeune. Mais quand elle avait dit à sa fille « Enfin, Marianne, tu n'es plus du tout coiffée et tu aurais besoin d'un rinçage, je vois un cheveu gris. Je prendrai un rendez-vous pour toi demain, mon chou. J'en parlerai moi-même à Jean-Louis. » Roger avait déclaré « Elle n'a pas besoin de se faire teindre les cheveux, vous savez. J'aime mieux les femmes naturelles. » Yvette s'était sentie tout à fait ridicule et elle avait baissé les yeux. Aussitôt, Hartmann lui avait pris la main, cette main aux ongles roses qu'il connaissait si bien, avec ses bracelets d'or aux poignets. La main tremblait légèrement, il la caressa en pensant aux veines saillantes et aux quelques taches brunes. Elle était sotte, il le savait, mais sa sottise était une affaire privée et non publique. Il n'aimait pas la voir réprimandée. Et Marianne n'avait pas pris la défense de sa mère. En fait, il n'y avait pas vraiment de position à défendre, c'était une question d'opinion. Mais ils étaient blessés tous les deux. Yvette avait serré la main de Hartmann, elle avait eu un sourire décidé et s'était levée pour débarrasser la table du thé. Elle ne put pas s'empêcher de dire « Chérie, tu ne devrais pas manger tant de gâteaux, tu as pas mal grossi, tu sais. »« Je l'aime comme elle est, » dit Roger. Et quand Yvette eut emporté le plateau dans la cuisine, Hartmann avait vu sur son visage une expression d'incompréhension inquiète et souriante. La même, pensa-t-il, qu'elle avait dû avoir dans le train de Bordeaux. Le soir, dans leur chambre, Yvette avait pleuré. Ainsi qu'il l'avait craint, sa réaction spontanée aux difficultés était de régresser. « Je veux voir maman, » avait-elle dit. « Elle est vieille à présent et tellement loin. Je veux aller à Nice. » Il l'avait consolée, sachant que ce n'était pas cela qu'elle voulait. Ce qu'elle voulait, c'était ce qui avait été perdu, la jeunesse et la beauté de sa fille, le bien-être et la sécurité que Hartmann lui avait donné et qu'elle sentait lui échapper. Elle n'était plus jeune, même si elle avait conservé une naïveté, une capacité de s'illusionner sur elle-même qui lui avait donné longtemps un air de jeunesse. Et certains matins, elle se sentait très raide. Il craignait qu'elle n'ait de l'arthrite. Il ne fit aucun commentaire. Ce qui l'arrangeait, c'était la torche lousse panique. La panique de la porte qui se ferme. Non seulement l'avenir leur était fermé pour des raisons toutes naturelles, mais ils avaient l'impression d'avoir perdu leur fille, passée sous la tutelle d'un étranger qui l'avait rendue grosse et laide, et qui la gardait à Richmond pour qu'elle ne puisse pas aller voir ses parents, à moins qu'il ne l'emmène en voiture. Et le pauvre petit bébé qui sentait le vomi, l'odeur avait choqué Yvette. Mais à présent, elle pleurait en y pensant et réclamait sa mère. Alors il l'avait emmenée à Nice pour un week-end. C'était en octobre et un air tiède les accueillit à leur descente d'avion. Ils s'en emplirent les poumons avec joie comme s'ils rentraient chez eux. Ils étaient venus sous prétexte de rendre visite à la mère d'Yvette, mais ils savaient que Hartmann chercherait à devenir propriétaire. Il voulait un appartement pour Yvette et lui, et un autre pour Christine et Fibiche. Oserait-il en acheter un aussi pour Marianne et Roger? Il verrait bien. En contemplant la mer très bleue et l'animation intense, il avait senti lui revenir son optimisme. Mais Yvette l'avait arraché à ses pensées. Elle avait hâte d'arriver chez sa mère, comme si celle-ci était en danger. Elle ne s'était calmée qu'à proximité de l'immeuble modeste, à quelques kilomètres de Nice, sur le front de mer, où Martine Cazenove vivait désormais toute l'année depuis que son mari avait eu une attaque. L'appartement était à elle, Hartmann le lui avait donné. Martine et Cazenove étaient un vieux couple maintenant, et ils se portaient bien. Martine avait l'aspect hautain des Françaises,
qui ont passé l'âge des plaisirs, le teint encore coloré, les lèvres minces, la tête bien droite, austère, sévère, naturellement recluse, depuis que son mari était très diminué. Mais chaque matin à 9 heures, elle était au marché, avec son cabas à roulettes. À son retour, elle installait Cazenove sur le balcon, puis elle le rejoignait avec son tricot et les revues qu'elle avait achetées. Il parlait peu, il n'était pas malheureux, malgré le ralentissement de son élocution et de ses mouvements. Cazenove témoignait des soins dévoués de sa femme. Le visage rouge et luisant, le panama sur la tête, la canne entre les jambes. Il restait des heures à regarder passer les voitures. Ils vivaient des journées entières sur leur balcon, pratiquement sans rien dire, et rentraient le soir pour dormir dans le vieux lit en noyer qui envahissait leur petite chambre. Ce n'était pas une existence désagréable. Elle se déroulait sans heurts dans les limites de la routine. Leur conversation était restreinte, mais leurs pensées étaient occupées et le temps était clément. Yvette leur avait téléphoné de l'hôtel en se disant impatiente de les voir. Madame Cazenove en avait déduit que sa fille était malheureuse pour des raisons qui n'avaient rien à voir avec ce qui se passait à Nice. Elle avait préparé le café et rentré le fauteuil roulant de Cazenove. Celui-ci avait accueilli Hartmann avec tous les signes du ravissement. Ils ont ramené peut-être, je sais pas. Celui-ci avait accueilli Hartmann avec tous les signes du ravissement. Elle avait remarqué que son visage était devenu beaucoup plus expressif maintenant qu'il était vieux. Une joie débordante se lisait sur ses lèvres muettes. Elle était descendue acheter une tarte aux mirabelles. Ils la mangèrent à la cuillère en murmurant qu'elle était délicieuse. Après le café, Cazenove fut réinstallé sur le balcon, cette fois avec une couverture sur les jambes, et Martine lui promit qu'il rentrerait quand elle préparerait le dîner. Guillemets. Nous ne resterons pas dîner, dit Yvette, mais nous reviendrons demain. Le visage de Cazenove s'anima de grimaces compliquées. Chère petite, finit-il par articuler. Assis à la table ronde, Hartmann et Yvette regardaient Martine lisser le dessus en panne de velours avec des gestes calmes, déplacer le vase d'œillets acheté le matin au marché pour pouvoir les voir tous les deux, et ils attendirent qu'elle leur parle. Le soleil entrait à flot par les fenêtres du balcon aux rideaux de tulle retenus par des embrasses. Un avion ronronnait dans le ciel. Tout était très laid et il se sentait bien. Après avoir demandé la permission de Martine,
Hartmann alluma un petit cigare et resta en retrait car la conversation ne le concernait pas et il le savait. Au bout d'un moment, il en découvrit la raison. « Maman, dit Yvette, les mains croisées sur le velours bleu comme sa mère, parle-moi de mon père. » La vieille femme soupira. « Il était beau, dit-elle. »« C'est tout ?» protesta Yvette. « C'est tout ce que tu as besoin de savoir. Mais je ne sais rien de lui, même pas son nom. Il s'appelait Daniel, Daniel Bénard. Il est mort jeune, dit Martine lentement. Tu ne te souviens pas de lui? Non, c'est pour ça que je t'ai demandé de m'en parler. De quoi est-il mort? Il a été fusillé. Le choc a été brutal. Hartmann sentit les poils de sa nuque se hérisser. Il aimait les Allemands, continua Martine inexorablement, et il n'aimait pas les Juifs, comme beaucoup de Français. Quand les Allemands sont arrivés, Daniel s'est rendu très utile auprès d'eux. C'est à ce moment-là que je l'ai quitté. Je vivais dans une seule pièce, sans un sou, pendant qu'il les recevait à la galerie. Ses parents étaient marchands de tableaux. Ils ne s'entendaient pas et ils ne m'aimaient pas. Et Daniel n'aimait pas travailler. Alors il vivait en vendant un tableau de temps en temps, aux Allemands naturellement, et aussi des renseignements. « Tu l'aimais » demanda Yvette d'une voix tremblante. Martine eut un mauvais sourire. « Oh oui, je l'aimais. Je le haïssais aussi. Ça arrive, tu sais. Il est mort juste à temps. C'était une vengeance personnelle, rien d'officiel. Ses amis allemands ne pouvaient pas le protéger. D'ailleurs, il ne s'en serait pas donné la peine. Il n'avait aucune importance pour eux et ils le méprisaient. On m'a laissé partir et nous avons eu de la chance. Nous avons pris le dernier train qui quittait Paris. Ensuite, l'étau s'est refermé. Nous avons passé le reste de la guerre à Bordeaux. Elle se rappelait avoir quitté la rue Washington en tenant l'enfant d'une main et de l'autre une valise qui battait la jambe. Elle était allée à la galerie, elle avait soulevé la latte du parquet, mais la réserve avait fondu. Elle avait pris le peu d'argent qui restait et avait couru à la gare avec l'enfant. « J'avais quel âge ?» demanda Yvette. « Tu avais 2 ans et j'en avais 30. » Elle regarda Hartmann. Il lui sourit, bien qu'il fût ébranlé. Mais c'était ce qu'il avait toujours soupçonné. Elle soupira encore. Il ne valait rien, tu vois. Il y a des gens comme ça, c'est dans leur nature. Ce n'était pas de l'inconscience, mais tout lui était égal. Je ne pense pas que tu puisses comprendre. Moi-même, je n'ai pas compris. Et moi ? Dit lentement Yvette. Je suis comme ça ? Ils se rapprochèrent d'elle. Mais non, ma fille, dit Martine. Tu as été élevée par papa. Elle indiqua de la tête la silhouette immobile sur le balcon. Ton père était un jeune imbécile, pas même un homme. Hartmann embrassa sa femme et lui prit la main. Elle n'aurait pas dû le lui dire, pensa-t-il. Il en était malade et furieux. Mais il n'était pas aussi âgé que sa belle-mère. Il ne connaissait pas encore la dureté de la vieillesse qui cherche à se décharger de ses secrets, l'indifférence à la sensibilité des autres, l'inattention soudaine à leur vie. Hartmann redoutait l'effet des révélations de Martine sur sa femme. Tu as dit qu'il était beau, dit Yvette, marchand de tableaux. Ça doit être pour ça que j'ai bon goût. Après cette remarque, il se dit qu'elle allait sûrement très bien. Il l'entraîna cependant dès qu'il put le faire sans se montrer grossier, en disant qu'il était fatigué et devait rentrer à l'hôtel pour téléphoner à Londres. Martine lui indiqua le téléphone et laissa retomber sa main, vaincue. Elle comprenait.
Elle espérait qu'il s'en remettrait et savait qu'il fallait qu'il y arrive tout seul. Pour Yvette, elle n'avait pas d'inquiétude. Elle connaissait sa fille, elle en mesurait l'égoïsme. N'était-elle pas sa création? Quant à elle-même, peu lui importait. Son rôle était désormais de s'assurer une vieillesse aussi paisible que possible. Elle espérait que Hartmann comprendrait, parce qu'il était plus proche d'elle par l'âge que Yvette. Sinon, tant pis. Elle ne pouvait ni ne voulait rien faire de plus. Elle avait réparé de son mieux les dommages du passé. Hartmann, désormais, était responsable d'Yvette. Et Marianne, demanda-t-elle quand ils furent sur le seuil, en bonne santé et heureuse? En bonne santé et heureuse, répondirent-ils, sachant que Martine ne leur serait d'aucune aide, et ils lui dirent au revoir. Tu mettras ta robe bleue ce soir? Demanda tendrement Hartmann dans le taxi. C'est celle que je préfère. Moi aussi, dit Yvette, mais elle eut un petit soupir. J'ai trouvé maman vieillie. Mais elle va très bien, dit Hartmann. Téléphone-lui demain. Dis-lui que nous sommes occupés. Nous méritons une journée à nous. Ils passèrent donc le lendemain très agréablement sur la terrasse de l'hôtel à dire à lire les journaux sans guère se parler. Le projet de s'installer à Nice était abandonné. Du moins, Hartmann ne fit aucune démarche. Plus tard, pensa-t-il, ou peut-être même pas du tout. Il y a d'autres endroits, il n'y a pas d'urgence, mais il changea leur billet pour le soir même et ils furent soulagés quand l'avion se posa à Heathrow. Alerté par des bruits de pas, Fibiche monta à l'appartement. « Déjà de retour ?» demanda-t-il inquiet. « Quelque chose ne va pas ?»« Non, non, » dit Hartmann en le serrant dans ses bras. « Marianne nous manquait, c'est tout. » Elle leur manquait en effet, non pas telle qu'elle était devenue, grasse, silencieuse, soumise et sans beauté, mais telle qu'elle avait été, une jeune fille comme les autres, mais bien mieux, plus jolie, plus calme, plus distinguée, mieux que son amie Belinda par exemple, dont Yvette avait espéré que Marianne pourrait imiter la joie de vivre. Supérieure. Comment le changement s'était-il produit? Il n'était sûrement pas dû à ce Roger insipide qui n'avait aucune méchanceté, rien qu'un puritanisme un peu trop rigide qui avait causé ce renoncement presque biblique à tout ornement, cette insistance ennuyeuse sur la solennité du mariage et de la procréation. D'autres femmes ont eu des enfants avant toi, tu sais, avait dit Hartmann à sa fille, en voyant avec une consternation grandissante la façon dont elle se complaisait dans son état. Quand elle était enceinte, elle se tenait le ventre en avant, à côté de Roger, et comme les après-midi où ils allaient à Richmond, la conversation languissait, Yvette et lui s'étaient demandé s'ils n'étaient pas censés garder leur distance. L'idée était impensable. Dans l'excitation de la naissance, il s'était cru permis de faire revenir Marianne chez eux. Mais un soir où Hartmann était allé à l'hôpital, Yvette y avait passé tout l'après-midi, il avait trouvé sa fille, la chemise de nuit, négligemment ouverte, laissant voir ses seins alourdis. Elle n'avait pas fait un geste pour se couvrir et il avait été profondément choqué. À la suite de cela, il était resté à l'écart pendant quelque temps en attendant qu'elle rentre et qu'il puisse être sûr de la trouver correctement habillée. Correctement habillée. Il préférait que les enfants, comme il les appelait, viennent à Ashley Gardens, où il se sentait plus fort dans son autorité, plutôt que d'aller avec Yvette chez eux, dans cette maison qui avait été celle de Roger
et qui portait encore l'empreinte vaguement déprimante de la personnalité effacée et néanmoins rigoriste de Roger. L'intérieur était vert, d'un vert pâle, avec un grand bureau trop encombrant pour la moitié de pièces qui constituaient le salon, et dans l'autre moitié qui était la salle à manger, il y avait une table et des chaises. Hartmann observait sombrement qu'il y avait place à cette table pour une famille nombreuse. Des bouquets de fleurs séchées et poussiéreuses se déployaient dans les cheminées éteintes. Il ne faisait jamais assez chaud dans cette maison. « Il faut que je leur trouve un endroit où vivre », pensa Hartmann encore une fois. Il savait que Roger aimait cette maison, qui lui avait été laissée par sa mère. Il savait aussi qu'il avait l'intention de la remplir d'enfants. Par comparaison avec la solennité de Roger et maintenant de Marianne, Hartmann se sentait léger comme un oiseau qui plane et comme un oiseau pas du tout sérieux. « Et pourquoi avons-vous... Et pourtant nous avons eu la vie plus dure, pensait-il. Il incluait dans ce nous Yvette et Fibiche, et même Christine, encore qu'elle appartenait à une autre catégorie. Elle n'avait pas connu de dures épreuves, rien que la solitude. Il devinait que Mayer reprendrait l'affaire quand Fibiche et lui auraient disparu, et il souhaitait changer son testament de telle façon qu'elle revienne. Non. Et il souhaitait changer son testament de telle sorte qu'elle revienne ensuite au pauvre petit Henri. Toto possédait des parts, Fibiche y veillerait, car Toto se ferait certainement ne se ferait certainement pas une situation du vivant de Fibiche, même si Hartmann avait encore des espoirs pour lui. Il aimait la beauté de ce garçon, son attitude envers les femmes. Il trouvait que Toto avait le charme dont Roger était si singulièrement dépourvu. Marianne aurait dû avoir un homme comme lui, se disait-il, quelqu'un qui la provoque et la sorte de sa timidité, qui la fasse rire, mais c'était impossible. Il y en avait trop peu comme Toto. Trop peu comme Toto, et la mère de Marianne avait voulu qu'elle se marie, il l'avait laissé faire parce qu'il s'en voulait d'avoir peut-être trop protégé la petite et parce qu'il voulait être grand-père. Fibiche se débrouillait mieux avec les enfants, se dit-il, quoiqu'il eût bien trop peur de son fils. Fibiche aimait bien Roger, et il avait toujours adoré Marianne. Cela lui était égal que Henri lui bave dessus, il riait de le voir toujours mouillé. Hartmann vit l'image de Henri qui avait l'air d'une larve, la tête branlante posée sur l'épaule de Fibiche, un filet de lave pendant sans cesse de sa bouche. Fibiche était parfait avec un bébé timide et triste, alors que Hartmann avait voulu le petit garçon plus vif, plus coloré, davantage porté à des actions subversives. Au moins, pensa Hartmann, Fibiche s'était calmé. Ce projet téméraire de retourner à Berlin avait été mis au placard et Fibiche paraissait détendu. Et Fibiche paraissait détendu, soulagé d'avoir pris sa décision. Restait encore naturellement la question de l'avenir de Toto, mais à côté de Marianne, Toto constituait un problème moins grave, moins désolant. Hartmann savait que si on lui en laissait la moindre possibilité, Toto les exploiterait tous. Mais au moins il se ferait remarquer, et eux seraient inquiets, horrifiés, nécessaires. Hartmann lui était reconnaissant de se montrer aussi impossible. Hartmann soupira encore. La veuve, bien conservée,
qui venait sans doute de St. John's Wood déjeuner légèrement avant d'aller à la Royal Academy où elle devait retrouver sa fille, lui lança un regard discret. « Puis-je m'asseoir ici ?» demanda-t-elle. « Cet endroit se remplit toujours très vite. »« Je vous en prie, dit-il en enlevant son chapeau de la chaise. » Il pensa qu'elle devait avoir à peu près le même âge qu'Yvette, mais qu'elle paraissait plus âgée et insatisfaite. Elle avait l'air de s'ennuyer, elle était très élégante. Il remarqua les perles, le gros diamant à l'annulaire. Pas de mari, en déduisit-il, et coutumière de ce genre de petites avances, parce qu'enfin il y avait une autre place libre à côté de la porte, mais quelle importance, c'était fini. Autrefois il aurait été intéressé, le jeu l'aurait ravi. À présent il ne pensait qu'à sa femme sans père et apparemment sans enfant. Yvette s'était reprise naturellement, comme d'habitude, et il pensa qu'il en serait toujours de même. Les journées d'Yvette n'étaient pas aussi vides que celles qu'il était en train de vivre, mais il avait peur de son visage de femme abandonnée, un visage qu'elle-même n'avait jamais vu. Il redoutait le jour où elle serait veuve. Bien sûr, Fibiche veillerait sur elle aussi longtemps qu'il serait là, il le savait, mais soudain il ne pouvait plus supporter de l'imaginer seul. Il aurait voulu que ce soit le soir, qu'il puisse prendre le cachet qui l'endormait très agréablement. Et il n'était que 12h30, il se résigna à un après-midi interminable. Il n'avait pas le cœur à déjeuner avec la para habituelle. Il allait rester là, chipoter une omelette et un petit repas de dame. Il protesta intérieurement devant une telle déchéance, mais ses manières ne l'abandonnaient pas. Il s'inclina poliment vers la veuve, lui sourit et il lui présenta le menu. « Que me recommandez-vous » demanda-t-il. 12. Lorsque Toto quitta Oxford avec peu de lauriers et une grande popularité, il avait beaucoup réfléchi à son avenir. Les détails étaient vagues, mais les grandes lignes audacieuses. Il était tout bonnement persuadé qu'il deviendrait prodigieux. Avec une prescience exemplaire, il se savait né pour être un prodige, parce que le mot lui était venu à l'esprit dans son enfance quand il piaffait d'impatience devant les barrières de son existence bourgeoise. « Je suis un enfant prodige », s'était-il dit. Il était à l'époque de sa phase baudelairienne et aurait voulu avoir un beau-père à haïr au lieu de Fibiche qui lui pardonnait tout. Il ne voyait pas très bien quelle voie prendre, mais il était convaincu qu'elle menait à la gloire. Il envisagea sans s'y arrêter la haute couture ou la photo de mode. Cependant, son métier était le théâtre, pensait-il, pas la grandiloquence démodée des cours de déclamation, ni les années de répertoire de province, mais la célébrité immédiate sur le petit écran. Il apparaîtrait dans des milliers de foyers dont les habitants succomberaient à l'éclat de sa personnalité. En attendant, il n'avait pas grand-chose à faire jusqu'au moment où il serait découvert, puisqu'il suffisait d'attendre que quelqu'un le remarque. Il savait que ce quelqu'un serait une femme de la nouvelle race des femmes débordées, une productrice hyperactive à la télévision, que sa beauté exceptionnelle et son corps splendide prendraient au dépourvu et rendraient soudain songeuse. Il lui présenterait son profil et il lui ferait face et la regarderait dans les yeux avec insolence, et en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, elle lui aurait déjà donné un rôle dans sa prochaine production. N'importe quoi lui conviendrait. Pour commencer, il accepterait un feuilleton. Mais ce qu'il voulait, c'était une de ces magistrales études de mœurs anglaises, où des étudiants dévoyés préfigurent les beaux hommes blessés qui sont en général en compétition dans le monde vaniteux de l'espionnage. En cela, il avait raison. Il pouvait avoir l'air jeune et désarmé aussi bien qu'adulte et plein d'expérience. Parfois, les deux expressions se mélangeaient et alors il déroutait ceux de son entourage qui croyaient l'avoir défini. Il était un peu une énigme pour ses amis et surtout pour les femmes qui soupçonnaient sous les expressions qui traversaient son visage comme des ondulations sur l'eau, une sensibilité torturée ou qui aimait à l'imaginer. En réalité, Toto ne se soumettait jamais à aucune sorte de torture. Il avait la constitution du véritable acteur. Il était narcissique et sans pitié. Comme depuis des années, il ne pensait qu'à l'effet qu'il produisait sur les autres, il décida simplement d'en faire sa carrière. Il était tellement convaincu que cela arriverait inévitablement qu'il dédaignait l'idée d'un travail quelconque. Il se contentait d'attendre que le destin le remette entre les mains de ceux qui décideraient finalement de sa vie. Entre-temps, il fallait tenir compte des servitudes de l'existence, il fallait qu'il s'invente un cadre de vie convenable. La première nécessité était un appartement à Londres. Ses amis d'Oxford, Archie et Isabelle, lui proposèrent d'unir leurs forces pendant 1 an ou 2. Comme Toto ne savait pas faire la cuisine et qu'il détestait être seul, il accepta,
tout en se disant vaguement qu'Isabelle était amoureuse de lui. Qu'Isabelle, qui était amoureuse de lui, risquait de se montrer ennuyeuse à la longue. Mais elle avait pris dans les jardins du collège d'excellentes photos de lui qui pourraient lui être utiles et il lui devait quelque chose en échange. De toute façon, Archie et Isabelle étaient frères et sœurs et devaient pouvoir se surveiller mutuellement. Ils ne seraient donc responsables ni de l'un ni de l'autre, ce qui lui convenait parfaitement. Ils étaient de bonne famille, leur père était père d'Écosse, mais ils n'avaient pas d'argent et cela aussi arrangeait Toto. Il avait l'intention de mettre l'appartement à son nom pour pouvoir flanquer les autres dehors dès que s'annoncerait son couronnement. En attendant, il pourrait se rendre utile. Tous les deux poursuivaient des études. Ils vivraient avec un assez petit budget. Lui, Toto, se chargerait des questions financières. Cela lui plaisait aussi. Il était prêt à se montrer généreux pendant un certain temps. Il les aimait bien tous les deux dans les limites de ses possibilités. Mais son étrange clairvoyance lui disait qu'il n'avait qu'un rôle mineur dans son avenir. D'abord, il fallait trouver l'appartement. Archie et Isabelle se voyaient bien à Notting Hill Gate, où habitait leur grand-mère et qu'ils connaissaient bien. Toto préférait quelque chose de plus central. Il habitait pour le moment chez ses parents, situation que tous trouvaient moins désagréable que prévu. En effet, satisfait par la cuisine de son père, de sa mère et par l'indulgence de son père, et tout plein de sa confiance illimitée en lui-même, Toto avait commencé à se rendre aimable et Christine découvrit à son grand étonnement qu'elle aimait être avec lui. L'astuce, conclut-elle, c'était de ne porter aucun jugement, de renoncer à tout espoir de réciprocité avec ce fils bizarre. L'astuce, c'était de le traiter comme un phénomène. Elle livra sa cuisine aux 3 jeunes gens plongés dans la lecture des annonces immobilières et son salon aux conversations téléphoniques qui s'ensuivaient. Elle s'habituait à voir 3 mains se tendre vers le gâteau aux pommes qu'elle posait sans rien dire devant Toto et ses amis pour accompagner les pauses café qui leur semblaient nécessaires. Elle se mit à aimer la présence de ces 3 jeunes qui avaient fixé leur résidence dans ce lieu jusque-là tranquille, tout en organisant activement leur départ collectif comme un vol d'oiseaux au changement de saison. Elle trouvait qu'ils n'étaient pas très pressés de se retrouver seuls ensemble sans la nourriture qu'elle leur fournissait. Ils sortaient rarement pour visiter un appartement et toute cette histoire ressemblait à un exercice purement théorique. Elle s'étonnait de pouvoir leur faire plaisir si facilement. « Merveilleux ce gâteau, Mrs. Phoebus, » dit Isabelle. Une miette au coin de sa bouche rendait son joli visage sévère plus humain. « C'est la première fois que nous en mangeons, n'est-ce pas? C'est difficile à faire. » Pas du tout, Isabelle, je te montrerai, c'est très simple. Il suffit de mettre les fruits frais dans le mélange, des cerises ou des prunes. N'oublie pas de les dénoyauter d'abord, c'est une petite corvée, mais ça change tout. Pensez à acheter encore une douzaine d'œufs. Mais ce n'est pas un gâteau anglais, si? En tout cas, je n'en avais jamais mangé. C'était la recette de ma tante Jessop. Elle venait de sa mère allemande. Toto, il y a du poulet froid dans le réfrigérateur et des pommes de terre en salade. Isabelle voudra peut-être préparer une bonne salade verte. Il y a largement pour vous tous. Si vous avez besoin de moi, les enfants, je suis chez Yvette. Je serai de retour pour le thé. Elle sortit dignement, elle commençait à oser, se sentir heureuse. Il lui semblait qu'elle était enfin une bonne mère pour son fils. Cela n'avait demandé ni ruse, ni duplicité, rien que la soumission à sa volonté, une simple suggestion, guère différente de celle que connaissait la pauvre Isabelle. Mais Christine n'attendait rien en retour, parce qu'elle avait appris d'expérience durant l'enfance de Toto à connaître son indépendance impérieuse. Elle admettait maintenant que Toto n'aurait jamais besoin d'elle, pas plus qu'il n'attacherait de valeur à l'amour et à la fidélité d'une femme. Mais si elle pouvait lui faire plaisir, le gâter, le nourrir et naturellement l'admirer, il tolérerait toutes ses offrandes et en échange, il l'accepterait avec un étonnement charmant. Et dire qu'elle avait essayé de le vaincre, de le punir, d'éveiller en lui un sens plus aigu de ce qu'il faut attendre de la vie, ce n'était pas du tout la bonne manière avec Toto. Il fallait l'aimer sans rien attendre. Beaucoup de femmes l'aimeraient, d'autant plus qu'elle recevrait peu. Ce seraient les importunes, celles qui provoqueraient chez lui une grimace de répugnance distinguée.
Christine comprenait qu'elle ne devait plus jamais retomber dans cette catégorie géniarde. Pour rester dans les bonnes grâces de son fils, elle devait éviter de se comporter comme les femmes qu'il trouvait déplaisantes. Elle aimait aussi beaucoup Isabelle, malgré ses sourcils froncés et sa voix autoritaire plutôt aiguë. C'était une jolie fille, sombre, dont Christine devinait un peu les tourments que devait lui causer sa situation difficile. Devait-elle être une sœur ou une concubine? Christine se désolait en pensant que les jeunes devaient tant souffrir, parce que pour elle, ils étaient tous des enfants. Pourtant, malgré ses vêtements à la mode, qui accentuaient sa jolie silhouette, Isabelle se coiffait modestement, les cheveux tirés en arrière et retenus par un nœud, et sa nervosité physique, sa façon de s'entortiller les jambes, ses longs bâillements soudains, se remarquaient moins que son expression pensive, comme si elle se demandait ce qu'elle faisait dans cet appartement confortable et si elle le quitterait un jour. Même alors, que lui arriverait-il? Christine savait qu'il n'y avait aucun moyen de l'aider à mûrir sans souffrir. Si Isabelle continuait à aimer Toto et à le montrer autant, cela l'amènerait à une humilité tragique. Il l'aimait précisément pour son air pointu qui l'intriguait et lui semblait devoir les protéger tous les deux. Et pour sa beauté brune et lustrée, ses cheveux et ses sourcils ailes de corbeau, qui lui causaient un plaisir esthétique distant. Il avait décidé depuis quelque temps qu'elle était digne de lui. Connaissant son fils, Christine voyait que ce n'était qu'un arrangement temporaire. Et Isabelle le sentait dans l'air qu'il respirait, même si elle ne comprenait pas encore pourquoi elle devait en être ainsi. C'était Isabelle qui les poussait à persévérer dans la recherche d'un appartement. Archie avait abandonné l'idée depuis longtemps et venait simplement à ses réunions avec ses livres de droit. Les doigts dans les oreilles pour ne pas entendre la voix perçante de sa sœur, il avançait beaucoup dans son travail. C'était commode de ne pas avoir à sortir pour les repas. Il parlait très peu, mais souriait toujours à Christine et lui tenait la porte quand elle sortait de la cuisine. Christine aimait beaucoup Archie aussi. Dans l'ensemble, pensait-elle, Toto s'était fait des amis sympathiques, mais elle savait aussi qu'il finirait par s'en débarrasser. En attendant, elle profitait de cette trêve. Elle attendait même avec plaisir leur installation quotidienne dans la cuisine, tout en se demandant parfois combien de temps ils avaient l'intention de rester. « Mes jeunes, disait-elle fièrement à Yvette, qui ressentait un léger agacement devant cette érosion de sa souveraineté. « Mes jeunes sont en bas, je t'emmène déjeuner? Je crois qu'il n'y a pas de place pour moi. » Elle devint ainsi pour peu de temps le chef des petites expéditions dans les magasins et les restaurants auxquels elle s'était résignée auparavant sans enthousiasme. Yvette la trouvait plus animée et Phoebe était enchantée quand il rentrait de n'avoir pour le dîner que du poulet froid et des restes de gâteau aux pommes. Après avoir accueilli son père, Toto sortait et il disait rarement où il allait. « Laisse-le tranquille, disait Christine d'un ton sévère. C'est tout naturel qu'il veuille être avec ses amis. » En arrachant à Toto, Toto à l'angoisse de son père, elle instaurait une période de calme entre eux. Quand l'éblouissement de cette animation nouvelle se dissipait momentanément, il lui arrivait de se demander encore et toujours d'où sortait ce fils extraordinaire. Elle ne voyait en lui aucun trait de Phoebiche ni d'elle-même, ce dont, supposait-elle, tout le monde devait se féliciter. Pourtant, un jour où elle l'avait trouvé endormi dans un fauteuil du salon, les jambes étendues, il lui était venu le souvenir dérangeant d'un père sans charme dans sa pose à petit pic. Mais non, se dit-elle, Mr. Hardy était tellement horrible et d'ailleurs il était petit et gros, alors que Toto était grand et gracieux. Mais quelque chose dans son abandon l'avait ramené au silence menaçant des après-midi de St. James Manson's, l'impression
était tellement désagréable qu'elle en parla à Fibiche. « Mais non, protesta-t-il à son tour. Il n'avait pas connu Mr. Hardy, mais il le condamnait quand même. « Il doit tenir de mon père. »« Tu ne t'en souviens pas, dit-elle. » Il la corrigea. « Je ne me souviens de rien de lui, mais je me souviens qu'il était grand et distingué. » Pour une fois, le souvenir ne dérangeait pas. Il voyait chez son fils une sorte d'élégance qui devait venir de quelque part, et il aimait à penser que les gènes paternels avaient été transmis. En homme modeste, il ne voyait pas qu'il était lui-même grand et distingué. Il est vrai que sa douceur habituelle était incompatible avec une présence physique imposante. Cependant, en vieillissant, Christine et lui commençaient à embellir. Dégingandés dans leur jeunesse, ils étaient restés minces. Yvette avait persuadé Christine de couper court ses cheveux blancs et avec un rouge discret sur les joues, encore une idée d'Yvette, elle faisait penser un peu à un pastel du XVIIIe siècle, avec une sorte de vivacité voilée qui, paradoxalement, la faisait paraître sans âge. Les yeux étaient encore superbes, et Fibiche, avec son air absent et inoffensif, son allure digne faisait belle impression. Toto appréciait le soin qu'il prenait d'eux et qu'il avait entièrement hérité. Depuis quelque temps, ses parents ne le gênaient pas du tout. Un jour, au bout de 6 mois dans la cuisine, les 6 mois les plus heureux de sa vie, pensa-t-elle, pensait-elle souvent, Christine les trouva tous écrasés par le découragement. Sa table était couverte de livres et de papiers d'Archie et des listes soigneuses qu'Isabelle établissait chaque jour en oubliant de les emporter chez elle. Elle remarqua que son fils, adoré à présent, devenait poupin et paresseux à force de manger du gâteau aux pommes. Comme elle faisait grand cas de sa beauté presque autant que lui, elle ne put s'empêcher de dire « Toto, il est temps que tu prennes une décision. Non, ne rajoute pas de sucre dans ton café, tu grossis. » Ces mots les firent sursauter comme une condamnation. Isabelle rougit fortement. Devant leur changement d'expression, Archie retira ses doigts de ses oreilles. « Ne vous inquiétez pas, Mrs. Fibiche. Nous nous sommes décidés pour Fulham Road. »« Ah bon ?» dit Isabelle complètement ahurie. « C'est là, devant toi, » dit-il en indiquant un de ses bouts de papier. « Rez-de-chaussée, 3 chambres, jardin exposé à l'ouest, accès facile à tous les transports publics. » Toto rit, ravi. Et voilà, et il n'écoutait même pas. Christine eut un coup au cœur, mais elle s'aperçut en même temps qu'elle était assez fatiguée. « Je suppose que nous allions voir, dit Toto. Tu viens, maman ?» Le soleil brilla un instant sur le pare-brise, couvert de gouttes de pluie, pendant qu'ils avançaient au ralenti dans King's Road. « Vous voyez, dit Archie avec enthousiasme, tout ça, et même un théâtre à proximité. » Isabelle se taisait. Elle savait que c'était le père de Toto qui payait.